Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Cabot est à nos côtés, économiste zone euro chez AXA. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Joachim Jean nous accompagne également, le directeur de la gestion action de Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir Grégoire. Et Alain Duré qui est avec nous à distance, le chef économiste Europe de Natixis CIB. Bonsoir Alain. Merci beaucoup d'être avec nous également. Commençons peut-être par ce qui se passe à l'est de l'Europe, en Asie. J'entends Joachim, une zone que vous connaissez particulièrement bien. Vous étiez, avant d'être directeur de la gestion action, vous étiez spécifiquement gérant action asiatique chez Mansartis. Tout est une histoire de deal, donc, à l'occasion de cette tournée asiatique de Donald Trump. On a eu la Malaisie, le Japon, bien sûr, la Corée du Sud, des alliés historiques, Japon, Corée du Sud, et demain, une rencontre avec l'ennemi suprême, Xi Jinping, pour nouer un certain nombre de compromis autour des terres rares contre soja, autour peut-être du fentanyl et des tarifs qui avaient été spécifiquement mis sur la Chine sur cette question des opiacés. Une détente possible également sur la livraison d'équipements technologiques et pourquoi pas de puces directement produites par Nvidia. Qu'est-ce que ces compromis possibles, préannoncés d'une certaine manière par Donald Trump, nous disent du rapport de force aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis dans ces différents domaines? Alors, beaucoup de choses en Asie. Si je commence par ordre chronologique, un petit point quand même sur le Japon, je pense que c'est important de le rappeler. Rencontre idyllique un peu entre Takaichi Sanae, nouvelle première ministre japonaise, et Trump. Alors, il faut savoir que Madame Takaichi, c'est un peu Make Japan Great Again. On est sur la même idéologie que Trump. On est sur une idéologie plutôt nationaliste, un discours conservateur, pas de filtre, et aussi plutôt pro-défense. Donc, on ne pouvait attendre que de bonnes nouvelles sur ce point-là. Donc, Trump qui salue les efforts sur les dépenses de défense du Japon. Ils achèteront des F-35 toujours plus. Voilà, donc ça c'est super pour Trump. Et puis des promesses d'investissement. On est à l'étape de promesses pour le moment, 550 milliards de dollars de promesses d'investissement de sociétés japonaises aux États-Unis. Du côté de Tokyo, on salue la victoire diplomatique. Il faut savoir que le Japon dépend énormément de la demande extérieure et celle des États-Unis. Donc c'est scénario parfait. À une exception près, vous l'avez sans doute pu le voir, sur le côté de la scène, on a des commentaires de Bessent sur l'attentisme de la BOJ, le niveau de yen, les cicatrices un peu du passé entre les États-Unis et le Japon qui laissait déprécier sa devise, ça fait un peu peur. Et du coup, on se retrouve avec le gouverneur Ueda entre deux feux, puisqu'on a aussi la réunion de la BOJ, il faut le noter, demain, donc un statu quo qui est attendu. Il faut savoir que d'un côté, on a une inflation qui est maintenant sur plus de 3 ans au-dessus de la cible de la BOJ. Scott Bessent qui explique que le Japon est derrière la courbe. Et de l'autre côté, on a la nomination de la nouvelle première ministre japonaise, pro-croissance, pro-relance budgétaire, qui met à mal un peu la politique monétaire du gouverneur actuel. Donc, alors, il y a encore quelques semaines, on attendait une hausse de taux sur cette réunion-là. C'est statu quo. Fortement probable. On verra en décembre, mais c'est vrai que ça complique un peu les choses. Ouais. Ensuite, on a la Chine. Alors la Chine, c'est très intéressant puisque aujourd'hui, on a des prémices un peu de compromis fragiles. À mon sens, on est loin d'avoir enterré la hache de guerre. Déjà, on n'est pas à l'abri d'une volte-face de Trump. On se souvient, le 11 juin dernier, Trump nous disait qu'il y avait un deal avec la Chine. On a vécu une période de terreur on a vécu une période de terreur au cours de l'été. À mon sens, en fait, la guerre commerciale, elle ne va pas se jouer sur ces petits compromis-là. Donc voilà, on sait à quel point les deux pays sont interdépendants sur certains éléments. Pour les États-Unis, donc il y a bien sûr les achats de soja de la Chine. On a toutes les problématiques de terres rares, de fentanyl. Et du côté des États-Unis, de la Chine, excusez-moi, on a ces problématiques d'accès aux semi-conducteurs avancés. Donc on voit que les deux pays sont interdépendants là-dessus. Donc en fait, il n'y aura pas de guerre commerciale là-dessus. À mon sens, c'est un peu la peur qui se joue là-dessus. Pour moi, l'importance de la guerre commerciale, il va se jouer ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du commerce chinois en septembre. Donc, on était sur une vitesse de croisière de 55% de tarifs douaniers, moins 27% vers les États-Unis, ce qui est tout à fait logique. Somme totale des exportations, plus 8%. Qu'est-ce qu'a fait la Chine? Elle est allée chercher l'Europe, l'Afrique, le reste de l'Asie, le LATAM. Et à mon sens, c'est là où va se jouer la guerre commerciale. Ces blocs-là vont devoir prendre parti, puisqu'en fait, pour le moment, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a la Chine qui réussit son pari
de s'extriquer de la demande américaine, d'aller chercher la demande dans les autres pays. Et donc c'est là, à mon sens, où on aura la vraie guerre commerciale. C'est ce que va demander les États-Unis à ces blocs-là de faire à l'égard de la Chine. Mais vous dites, pour l'instant, les États-Unis et la Chine sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient envisager en termes de découplage, au moins pour un temps. Oui, je pense. Quand En fait, à mon sens... Ça prendra du temps à chacun de ces empires d'être autonome sur les sujets dont ils sont encore dépendants l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, moi, j'ai une vision des choses à l'égard de ce pragmatisme-là. C'est qu'on a d'un côté Trump avec une vision plutôt court-termiste et de l'autre côté la Chine avec une vision long terme. Donc, lequel va gagner dans les deux ? Moi, j'ai tendance à penser que la Chine a pas mal de pouvoir dans les négociations. On l'a vu avec les terres rares. De l'autre côté, on attaque au Trump. Donc... à voir dans quelle mesure, en fait, lequel va être grand gagnant à court terme, puis à long terme. Mais la Chine peut tirer son épingle du jeu. Aucun doute que le marketing politique nous apportera que des gagnants demain à l'issue d'une rencontre potentielle entre Trump et Xi Jinping. Mais oui, donc, la question que j'allais vous poser, François, c'est est-ce que la guerre commerciale se termine là avec cette tournée asiatique de Donald Trump et cette rencontre demain avec Xi Jinping ? Elle se termine peut-être pour un certain nombre de pays, mais elle continue plus que jamais pour l'Europe. C'est ça, François ? Oui, absolument. Je pense que pour reprendre avec un chiffre, ce que disait Joachim, c'est le 16%, c'est la valeur ajoutée des exportations domestiques des exportations américaines. Donc, il y a 16% des exportations américaines dont la valeur ajoutée est faite par les États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y a une énorme interdépendance. Et effectivement, là, alors encore plus sur les terres rares et sur les produits de technologie avancée, mais de manière générale, il y a quand même une imbrication qui va être très, très compliquée à désimbriquer. Et on voit mal comment est-ce qu'on peut avoir ce qu'on raconte déjà depuis 2017-2018, un phénomène de déglobalisation. Est-ce qu'il est vraiment à l'œuvre ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment une imbrication telle que c'est difficile de voir ce chemin se séparer complètement. Donc là-dessus, il y a cette ligne de crête qui est délicate et qui va mettre des années à se mettre en place. Et puis, il y a également un sujet, quand même, pour apporter un autre éclairage, de balance courante et de rééquilibrage de la croissance américaine via la dépréciation du dollar qui est effective depuis le début de l'année. Maintenant, on voit les déficits américains courants, j'entends, qui sont toujours au plus haut, avec quand même une situation à la fois sur un déficit double budgétaire et commercial qu'on ne voit pas se résorber, à la fois d'un point de vue budgétaire, avec en plus des midterms qui arrivent 2026, et également d'un point de vue purement commercial. Et là-dessus, il y a quand même une ligne de crête à jouer, avec quand même jusque-là un privilège exorbitant des États-Unis à être capable de recevoir, enfin en tout cas de fournir des taux d'intérêt au reste du monde qui sont plus faibles que ceux qui perçoivent. Et là, on a un retournement de ce privilège-là qui rend du coup cette ligne de crête en termes d'équilibre, d'échanges commerciaux, mais également financiers, qui n'est pas du tout si évident. Donc là, je pense que ça va être effectivement intéressant de voir à quel point est-ce qu'on peut avoir effectivement ces investissements promis de la part du monde asiatique, on en parle maintenant aujourd'hui. Sur l'Europe, c'était cet été. À quel point est-ce qu'on peut avoir ou pas ce rééquilibrage également du point de vue financier qui aujourd'hui est quand même mis à mal et qui rend pas si, de notre point de vue, pas si proéminent, pas si fort que ça la position de négociation de la part de Trump. Ouais. Bon, on verra ce qui ressort de la réunion demain. Un mot sur cette dimension commerciale, Alain, à l'occasion de cette tournée asiatique de Donald Trump. Et ça nous amène aussi aux questions de banque centrale derrière, à commencer par la Fed. Le sujet de l'inflation, en tout cas de l'inflation tarifaire, est-ce que ce sujet reste contenu aujourd'hui ? Est-ce qu'un accord avec la Chine permettrait d'être encore un peu plus confortable avec l'idée que on ne verra pas une explosion de l'inflation liée à cette nouvelle donne commerciale et cette nouvelle donne douanière, Alain? Non, je pense que c'est justement probablement le risque est inverse, dans le sens où, si c'est d'ailleurs perceptible dans le compte-rendu de la réunion de septembre de la Banque centrale européenne, le risque est plutôt désinflationniste, avec une réorientation des produits chinois qui seraient déviés du marché américain pour venir vers l'Europe et qui seraient à bas prix. Et donc, c'est un risque assez perceptible de ce point de vue-là. Bon, allons-y sur l'Europe. Alors, si c'est un risque désinflationniste pour l'Europe,
Comment comprendre ou anticiper la communication de la BCE demain, Alain, qui ne sera pas très différente de la précédente, j'imagine. Et puis, je retrouvais là un sondage récent réalisé par Bloomberg auprès d'un certain nombre d'économistes qui nous dit qu'une majorité d'économistes voient une BCE ne rien faire pendant 2 ans. Ça me paraît très très long et donc j'ai du mal à imaginer que la BCE ne fasse rien pendant 2 ans. Comment vont s'équilibrer les forces entre l'activité et l'inflation pour la Banque centrale européenne, et quel est pour vous le prochain mouvement de la Banque centrale européenne? Alors, si on reprend le modèle de la Banque centrale européenne, tout d'abord, comme l'a rappelé Pauline, la réunion de demain ne sera pas intéressante et ça sera un statu quo. Dans la communication, ça serait intéressant de voir si on a une communication un petit peu plus assouplie que ce qui a été fait en septembre pendant la conférence de presse et qui d'ailleurs ne correspond pas à l'état de la discussion qu'on a eue dans le compte rendu. Ceci étant dit, le problème de la BCE aujourd'hui, c'est que on a un équilibre qui est quand même assez fragile sur le plan de l'inflation. On a beaucoup d'incertitudes sur l'impact, l'ordre de grandeur et l'ampleur de l'impact négatif qu'on attend des tarifs américains sur le dynamisme des exportations. Et puis, on a un euro qui s'apprécie pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'il s'apprécie parce que les investisseurs sont plus inquiets de la volatilité qu'on pourrait avoir de l'inflation, notamment aux États-Unis. Et c'est pas parce que l'euro ne s'apprécie pas parce que les investisseurs sont super optimistes sur les perspectives de croissance en zone euro. Et ça, c'est évidemment un problème pour la Banque centrale européenne. Et donc, si vous prenez le modèle de la BCE comme on l'a fait et que vous rentrez des prix du Brent proche des 61 $ le baril, des prix du gaz proche de 30 €, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une inflation globale en 2026 de 1,4 et 1,7 en 2027. J'ai oublié de dire aussi qu'on a cette hypothèse sur les prix de l'énergie, mais aussi si on a un euro à 1,19 $ par euro. Donc, on est dans un équilibre assez fragile. Donc, moi, je pense que la BCE va agir. Elle pourrait agir de manière préventive si mes 3 hypothèses se réalisent dès décembre. Mais c'est illusoire de penser que on aura une Banque centrale européenne totalement passive. Et quand vous dites agir, ça peut aller jusqu'où, Alain? Est-ce que c'est une baisse de taux supplémentaire ou est-ce que c'est une fonction de réaction plus agile encore? Nous, notre prévision, c'est que l'impact sur les exportations européennes, l'impact des tarifs américains sur les exportations européennes l'année prochaine aura un impact négatif de 0,8 points de pourcentage. Dans ce phénomène, si c'est le cas, on aura encore une baisse de taux et on sera avec un taux terminal de 1,75. Si l'impact est beaucoup plus important, évidemment, on pourrait avoir une autre... Et ça, c'est plutôt le scénario. Maintenant, ce qui est commun à toutes les banques centrales, et on va peut-être en parler, c'est qu'on va rester dans un environnement de liquidité excédentaire par différents mécanismes. Effectivement, on parle de la gestion du bilan aussi. Il y a la politique de taux dans la politique monétaire, mais il y a la politique quantitative et la gestion du bilan qui retrouve une forme d'importance aujourd'hui peut-être. François, sur la BCE, c'est aussi votre domaine. Vous êtes aligné sur le scénario d'Alain, parce que c'est vrai que des projections même faites par la Banque centrale européenne, elles seront mises à jour en décembre, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de marge de confort par rapport à ce qu'elle projette en termes d'inflation l'an prochain. Oui, non, c'est sûr. Je pense que clairement, dans l'enquête que vous mentionniez, Alain et nous-mêmes avons été omis. Ah ouais. Parce que nous-mêmes avons également une baisse de taux pour l'année prochaine en mars. Donc effectivement, pas du tout rassuré sur les dynamiques d'inflation. Je partage largement ce que vient de raconter Alain. Je compléterai peut-être du côté croissance. On a avec le PIB notamment qui sort demain. Alors certes, la BCE a une prévision qui est à 0. Et nous, on a 0,1 avec des risques à la baisse. Donc pas de risque imminent à matérialiser, donc de baisser les taux de manière
manière imminente. Par contre, quand on regarde le tableau à la fois sur la mise en musique et ce qu'on peut attendre du plan allemand, qui est quand même, je pense, l'éléphant dans la pièce et qui probablement retient la BCE d'ores et déjà d'agir, on va regarder les enquêtes sur l'IFO, vous regardez les commandes manufacturières, il n'y a quand même pas grand-chose qui se passe d'ores et déjà. Donc, il y a quand même beaucoup de, en tout cas, un conservatisme de notre part vis-à-vis de ce surcroît de croissance qui pourrait venir adoucir la pilule des tarifs douaniers et finalement renverser les orientations de croissance et donc du coup avec l'inflation. Donc nous là-dessus, on voit, il fixe un plan à 10 ans. Hein. Donc il y a une mise en route effectivement, mais qui va prendre du retard à l'allumage, notamment vis-à-vis des indicateurs qu'on a, qui sont déjà dans le 4e trimestre et le plan allemand est de front-loader, donc de dépenser plus vite, dès fin 25, et on ne le voit pas vraiment dans les chiffres encore. Donc on peut avoir tous les doutes du monde pour avoir un rééquilibrage de croissance à court terme. Et puis plus récemment, au niveau de la zone euro, quand vous regardez les conditions de crédit, à la fois sur les crédits distribués aux entreprises et aux ménages, donc au niveau des entreprises, il ne se passe pas grand-chose en termes de crédits distribués à l'économie, avec une croissance du crédit notamment qui tourne entre 0 et 0,5. Sur les ménages, avec les prix immobiliers, ça s'est beaucoup mieux porté depuis 2 ans, mais on a passé un point haut. Donc, très clairement, la tendance est à la baisse, et c'est ce qu'indiquait ce mardi l'enquête du Bank Lending Survey de la part de la BCE, qui indique effectivement de ce côté-là également, les prêts à l'économie vont plutôt être en ralentissement. Et donc là-dessus, on se dit, il y a un vrai argument, qui est l'argument typiquement que les gouverneurs comme Philippe Lane ou François Villeroy-Gallo abondent, qui est de dire qu'on a un peu un trou cyclique, on a un peu un trou d'air, on a besoin d'avoir effectivement un regain, un abaissement des prix en tout cas du taux d'intérêt pour relancer l'activité. Et donc la question, c'est de savoir comment on gère ce trou d'air cyclique. Est-ce qu'il faut se mettre en action, quitte à peut-être remonter les taux à un moment fin 2026 ou début 2027, ou est-ce qu'on laisse ce trou d'air se dérouler en regardant à travers? Et voilà, exactement. Donc, pour l'instant, dans ce que devrait faire la BCE très clairement, elle pourrait agir dès maintenant. Alors octobre ou décembre, pour nous, on est en mars, parce qu'on sent bien qu'il y a ces deux camps qui sont opposés et qu'il y a une volonté d'attendre quel est l'impact de cette guerre commerciale versus la mise en musique du plan allemand. Mais par contre, et donc du coup, ce qu'elle va faire, c'est effectivement attendre mars, avec peut-être le risque d'attendre trop tard et du coup peut-être de devoir baisser les taux plus que de simplement 25 points de base comme nous le prévoyons. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le plan de l'investissement action dans cette zone Europe, parce qu'on va peut-être parler de l'Asie, on va parler de Nvidia et de l'IA, et de ce que l'IA apporte, alors à la fois à Wall Street, mais à la macroéconomie américaine également. Mais je regarde les perfs, encore une fois, des grands indices boursiers européens. Non seulement on ne démérite pas, mais on a des super perfs sur certains marchés, avec en plus un dollar qui a perdu 10% contre euro cette année. Oui, tout à fait. Il y a 2 éléments importants sur ces publications de résultats-là, que ce soit en Europe ou au niveau global. Hein. Je pense que c'est unanime, c'est tout ce qui est lié à l'IA, évidemment, et également l'impact que peuvent avoir les tarifs douaniers sur les entreprises. Ce qui est assez intéressant de noter pour le moment sur ce qu'on a sur les publications de résultats européens, on a vu des très bonnes choses sur certains segments justement liés à l'IA. Donc, je ne reviendrai pas sur ASML, puisqu'on le voit, c'est très bons résultats, et d'ailleurs qui a été relayé un peu partout dans le monde sur les mêmes segments, donc sur tout ce qui est équipement pour la production de semi-conducteurs. Ça fonctionne bien, c'est un peu notre leader européen, donc ça c'est un élément intéressant sur lequel on peut investir. On a vu le luxe, on voit les prémices parfois plutôt de quelque chose, une inflexion plutôt positive après quand même plusieurs trimestres assez compliqués. Alors, pour revenir sur les tarifs douaniers, on l'a vu, l'auto, c'est compliqué quand même. On voit des discours plutôt prudents chez les grands constructeurs européens, hein, Stellantis, Volkswagen. Et puis, les banques européennes, c'est plutôt bon. On voit des profits assez stables, en progression, une maîtrise des coûts assez intéressant, et puis un risque plutôt faible pour le moment, encore au niveau du bilan des banques. Je dirais pas que c'est le terrain de jeu favori au niveau global. Il y a des choses intéressantes, mais c'est vrai que ça a tendance à prendre un peu l'ombre des États-Unis et de l'Asie aujourd'hui sur les publications de résultats-là, sur ce trimestre-là. Aux États-Unis, on le voit, on a 25% du S&P sur 5 valeurs entre aujourd'hui et demain. En Asie, il se passe des choses. Ça, c'est systémique, là. Là, ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Hein. Et pas juste à Wall Street. C'est l'ensemble de la planète marché, pour le coup, qui est concerné par ces publications-là. On est tous pendus à ce que va annoncer les grands hyperscalers américains.
Sur le début de la chaîne de valeur IA, tout ce qui est hardware, ça a été très bon au niveau global. J'ai évoqué ASML. Au Japon, ça a été très bon aussi sur les SPE. On le voit sur tout ce qui est fonderie, mémoire en Asie, Taïwan, Corée, excellent. Aux États-Unis, Intel, Micron, Teradyne, tout ça, c'est excellent. Là, on va avancer sur le bloc du milieu de chaîne de valeur, hyperscalers. Et puis, on verra, et c'est peut-être là où il y a les softwares, alors le software applicatif à l'IA, c'est peut-être là où il y a le plus de risques. C'est toute la question de la monétisation, de l'adoption. Il y a beaucoup d'attentes. Ça reste un pari risqué encore à ce stade de se déplacer justement dans cette chaîne de valeur pour aujourd'hui mettre plus d'investissement sur du software que ce qu'on a pu faire dans le passé récent. C'est peut-être l'endroit le plus à risque. Tout ce qui est hardware fonctionne très bien. Les hyperscalers, on va attendre, je pense, des choses intéressantes sur Microsoft et sur Alphabet, sur une dynamique toujours très bonne sur Azure et Google Cloud. Amazon, ça risque d'être un peu plus compliqué. On a quand même quelques éléments. On a vu sur les licenciements, la panne d'AWS, et puis un petit ralentissement sur les trimestres précédents par rapport à Google et Microsoft sur la partie justement cloud. Et puis, il y a toujours deux participants qui doivent faire leurs preuves sur l'IA, c'est Meta et Apple. Bon, en tout cas, ceux qui sont dedans offrent une visibilité. Donc, je citais Nvidia, qui d'habitude guide au trimestre, et là est capable de nous dire fin 2026, on peut s'appuyer sur 500 milliards de dollars de revenus, notamment avec les nouvelles puces. Alors, dans les partenariats qui se nouent autour d'OpenAI, il y a évidemment le refaçonnage de l'actionnariat avec Microsoft et OpenAI qui pourrait engager jusqu'à 250 milliards de dollars d'achat auprès des services Azure de Microsoft. C'est une division qui fait seulement 100 milliards de dollars, j'ai envie de dire, de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, il pourrait acheter 2,5 fois le chiffre d'affaires de Azure dans les prochaines années. Enfin, ça donne une visibilité, j'imagine... tout ce problème de circularité sans équivalent est très, très compliqué aujourd'hui à percevoir. Je ne pense pas que ce soit un risque sur ces publications-là, peut-être dans les prochains trimestres, mais c'est vrai que toute cette consanguinité, comme on le dit, circularité entre les partenariats, peut-être que l'année prochaine sera un sujet plus important pour les investisseurs. IA et productivité, Alain, je me tourne vers vous à nouveau. C'est vrai que alors Reuters, ça fait un petit peu le compte en octobre, puisqu'on n'a pas de données emploi aux États-Unis, notamment. Alors, il y a des données privées qu'on peut traiter, bien sûr, mais justement, Reuters, ça fait le compte. 25 000 suppressions d'emplois aux États-Unis, chez Amazon, Target, Procter & Gamble, UPS, bien sûr. Ça fait à nouveau les gros titres. C'est-à-dire les groupes ne se privent plus d'annoncer des coupes dans leur postes assez massivement. Et puis, c'est aussi 20 000 en Europe, avec Nestlé notamment, qui porte 16 000 suppressions de postes, rien que sur le mois d'octobre. Si on regarde quand même la partie américaine de près, Alain, est-ce qu'il y a derrière ces suppressions d'emplois, avec une économie américaine dont les indicateurs de nos castings nous disent qu'elle tourne encore à aller 3,5%, peut-être 4% au moment où on se parle, est-ce qu'on a des soupçons quand même de gains de productivité liés à l'IA ? Alors, pour le moment, on n'a pas de recul en termes de données. Des estimations que l'on a fait sur les années 2000 à 2024, on voit que la digitalisation, donc la numérisation de l'économie américaine, qui sur cet échantillon-là, évidemment, ne tient pas compte de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, a apporté 0,4 points de croissance potentielle supplémentaire par an, ce qui est quand même pas négligeable. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui en termes de marché du travail aux États-Unis, c'est plutôt l'essoufflement du cycle économique. On voit que tous les indicateurs de tension du marché du travail sont en train de s'alléger, de baisser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, beaucoup d'entreprises ne licencient pas, mais elles n'embauchent pas non plus. Donc je pense que ce qu'on voit là depuis le mois de septembre, c'est plutôt le cycle conjoncturel normal. On n'a pas encore vu les gains de productivité émanant de l'IA.
François, quelle analyse vous en faites chez AXA de ce marché du travail américain? Et est-ce qu'on est en train de sortir du no hiring, no firing, effectivement, de cet état un peu gelé du marché américain, avec les annonces, encore une fois, des groupes là, qui ne se privent plus d'annoncer des cohortes de départ et des suppressions de postes assez massives. Alors, c'est l'économie américaine, on a l'habitude, c'est assez cyclique de ce point de vue-là. Ça revient régulièrement sur le devant de la scène, mais c'est vrai que quand Amazon nous dit qu'on supprime 14 000 postes dans des fonctions de bureau, support, et que c'est grâce à l'IA, ça interroge quand même. Oui, alors je pense qu'il faut quand même se raccrocher aux chiffres macro qui nous manquent cruellement aujourd'hui, malheureusement. Donc effectivement, là-dessus, on a quand même un manque de visibilité, à la fois historique, hein, comme le rappelait Alain, et puis également sur un peu plus sur le nowcasting de ce qui se passe en temps et en heure. Et là-dessus, on est quand même plutôt d'accord avec ce que raconte Alain sur un peu un trou d'air cyclique du marché du travail, avec les indicateurs, quand on regarde le Beige Book, quand on regarde des indicateurs alternatifs également, on se rend compte qu'il y a quand même une cohérence de ce qui est en train de se passer. Avec ça, tu as un PIB du troisième trimestre qui va très bien performer, autour de 3%, ça c'est sûr. Par contre, à la fois le trou d'air en contrebalancier du T4, qui sera moins bon après le T3, plus le shutdown qui court plus longtemps, et plus l'aspect structurel du shutdown. On ne se rend pas bien compte à quel point est-ce que les gens qui sont ils sont sur le mis de côté pour aujourd'hui, en chômage partiel, mise à pied, donc, comme on dit, exactement, furlough, oui, en chômage partiel, sont en chômage partiel. Est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Donc, est-ce qu'on a un trou d'air qui pourrait continuer? Parce qu'au même titre que on cherchait à faire des économies avec le ministère d'Elon Musk, est-ce que ça pourrait être la continuité là-dedans? Donc là-dessus, il y a quand même un trou d'air qui pourrait être un peu plus persistant, qui nous fait dire que on va quand même avec une inflation qui accélère, des revenus de travail qui diminuent, effectivement une volonté et une nécessité de la part de la Fed de baisser les taux en octobre, en décembre et au début de l'année prochaine pour effectivement assurer cet atterrissage en douceur. Et donc là-dessus, c'est clair que sur votre question, les gains de productivité, on a quand même du mal à être vraiment incisif et conclusif sur cette question-là, avec plutôt un thème autour du ralentissement de l'économie américaine après 3 ans d'exceptionnalisme. Il faut quand même se le rappeler. Bien sûr. Donc il y a la place pour 2-3 baisses de taux assez faciles de la part de la Réserve fédérale américaine, sans prendre le risque d'alimenter ou de réalimenter une inflation qui est encore jamais revenu vraiment à l'objectif, François. Exactement, on a quand même une inflation sur les biens qui était autour de 0 au début de l'année, on est maintenant à 0,5, alors on annonçait quand même beaucoup plus que ça, et nous-mêmes on pensait que l'inflation allait monter plutôt proche de 4% à la fin de l'année, on est plutôt autour de 3 là, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une vague à la suite, mais il y a quand même une marge de manœuvre de la part de la Fed que sur un taux neutre qui tourne autour de 3%, on est à 4 avec la baisse de ce soir, donc il y a quand même encore effectivement la marge sur laquelle la Fed peut agir en amont, et pas, comme on le disait tout à l'heure, la BCE plutôt agir en aval, et donc plutôt à gérer ce cycle en amont comme ils le font relativement bien. Bon, c'est Goldilocks pour le marché américain, cette situation, Joachim? C'est une situation, oui, totalement idyllique pour le marché américain. On est sur les plus hauts historiques, on est sur des niveaux de valorisation qui peuvent faire assez peur, d'où la crainte que peuvent avoir tous les investisseurs à l'égard des publications de résultats qui vont venir. C'est le petit grain de sable qui peut faire un peu chambouler tout. Donc voilà, quand même prudence. Pour moi, à mon sens, il y a des zones, c'est pas parce que c'est ma zone de prédilection, mais on sent d'ailleurs des investisseurs L'Asie est une bonne diversification. Voilà. Exactement. Par rapport à un marché américain peut-être un peu chaud, un peu trop chaud. Exactement, totalement. Une quête de diversification sur les émergents asiatiques, des niveaux de valorisation beaucoup plus raisonnables, et puis une histoire tout à fait intéressante. Dans tous les pays de la zone asiatique, il se passe quelque chose de très intéressant. Et puis, on le sait, dans des cycles en fait, d'assouplissement monétaire américain, de dollar faible, c'est des pays qui fonctionnent plutôt bien. On a l'émergence en plus d'un bloc asiatique qui est en train de se consolider avec des échanges notamment au sein de la même zone. Et puis après, et c'est quelque chose aussi, je reviens sur tout ce qui est lié à la technologie, si on veut investir dans l'IA aujourd'hui, il y a également des acteurs vraiment leaders en Asie sur des niveaux de valorisation totalement attractifs, sur lequel on a des performances incroyables. Et ça nous protégerait si jamais les Mag 7 ou les GAFAM demain se prenaient un retour de bâton boursier, j'entends, important. Enfin, quand on est en Corée du Sud, ça veut dire qu'on a du Samsung et du SK Hynix, et ça veut dire que si Nvidia se prend un pain de 20, 30% ou 50%, comme ça arrive tous les 3 ans pour une valeur comme Nvidia, qu'est-ce qui se passe pour ces valeurs-là? Totalement. C'est vrai qu'on connaît l'interdépendance de ces marchés-là au marché
marché américain. Le marché américain et le marché driver. Ils sont tous partenaires maintenant en plus. Donc... Totalement. Alors, on va se réconforter un peu sur le coussin valorisation, même si ça ne justifie pas tout. Et puis, on va voir que ces valeurs-là ont une diversification importante aussi en dehors de l'IA. Quand on regarde, par exemple, les performances de TSMC, elles sont exceptionnelles. Mais aujourd'hui, le driver IA est encore une partie assez faible des revenus de TSMC. Donc, il y a des choses en dehors de l'IA sur ces leaders technologiques. Donc, on joue un peu le meilleur des deux mondes. Ouais, je comprends. Alors, aujourd'hui, une boîte comme Caterpillar, je crois, voit son cours de bourse s'envoler. Et l'IA bénéficie aussi aux activités de Caterpillar. C'est vraiment... l'IA est à toutes les frontières, quoi. Même pour des industries très traditionnelles, mais bon, Caterpillar, c'est évidemment des véhicules pour les mines, c'est des solutions énergétiques aussi, voilà, visiblement, qui sont boostées par ce thème de l'IA. On est à la frontière entre le buzzword IA de toutes les sociétés parlent d'IA et puis on progresse de 10-15%, aux effets réels de l'IA. C'est anecdotique, mais par exemple, je disais tout à l'heure que McDo utilise aussi l'IA pour peser... pour voir s'il n'y a pas d'oubli dans les paquets. Donc voilà, on est à la limite entre la vraie manifestation sur l'économie réelle et puis peut-être le phénomène un peu de bulle qui inquiète. Ouais, bon. On verra, hein. On est censé parler d'une innovation de rupture, donc c'est pas juste une amélioration ou une optimisation des process et des technologies existantes. Il y a le thème de l'IA. Il y a également le facteur de liquidité, j'imagine, qui pousse tous ces marchés. On parlait des banques centrales avec vous, messieurs. Alain, vous évoquiez tout à l'heure l'idée que la liquidité allait rester excédentaire dans le système. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des banques centrales avec des investisseurs très attentifs aux questions bilancielles désormais pour les banques centrales majeures? Alors, vous parliez justement avant de Goldilocks par rapport au Goldilocks qu'on a connu il y a quelques années. Ici, je pense qu'on va avoir un Goldilocks qui est justement motivé par une dominance budgétaire. Je pense que pour des raisons de stabilité financière, toutes les banques centrales réfléchissent à comment ajuster la composition et la taille de leur bilan pour garantir une stabilité financière. La BCE l'a déjà annoncé qu'elle aurait un portefeuille de politique monétaire structurelle. Il faut entendre évidemment qu'ils vont garder une partie des obligations qu'ils ont accumulées pendant les différentes crises. On a également cette réflexion à la Federal Reserve américaine. Et donc, on va rester dans un phénomène où on ne sera plus dans un environnement de déficit de liquidité, on aura de la liquidité excédentaire qui fait qu'on va continuer à travailler ce que, dans le jargon des banquiers centraux, on parle de taux, les taux bas, les taux planchers. Et donc, parce que cette liquidité va rester assez ample et finalement la porte ouverte sur pouvoir intervenir sur n'importe quel segment des marchés financiers pour calmer toute tension. Ça veut dire qu'on est proche d'un point de renversement, justement, de la gestion du bilan, à commencer par la gestion du bilan de la Fed, et ça a été préannoncé par Jérôme Powell, on verra ce qu'il nous dit ce soir. Et derrière, on peut imaginer des virages identiques pour la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre peut-être, Alain ? Oui, tout à fait. Ce soir... Je m'attends à ce que la Federal Reserve annonce la fin de sa restriction quantitative, le quantitative tightening. On voit que la Banque d'Angleterre, pour des raisons de stabilité financière, a également réduit son rythme de vente d'obligations, de vente nette d'obligations. Et l'annonce de la Banque Centrale Européenne de fournir des chiffres sur la taille de son portefeuille de politique monétaire structurelle, mais aussi va adopter des opérations de refinancement structurel. Tout ça concourt évidemment à avoir de la liquidité ample qui, dans un premier état, va aplatir, voire faire disparaître la volatilité du taux au jour le jour, Esther, pour la BCE, et va rester le vrai taux de politique monétaire, va rester le taux plancher
du corridor des taux d'intérêt, en l'occurrence le taux de dépôt pour le taux d'intérêt sur la facilité de dépôt. Ouais, pour la Banque centrale européenne. À quoi servent ces outils bilanciels? Enfin, quels sont les objectifs poursuivis? Et pourquoi est-ce qu'effectivement la Fed commence déjà à peut-être à nous dire qu'elle va redevenir nette acheteuse dans le marché à partir d'un certain stade? Alors, nette acheteuse, on en est peut-être, c'est peut-être pas pour demain, mais en tout cas certainement pas pour ce soir. Mais l'idée, c'est quand même, d'une part, il y a quand même des petites tensions côté marché américain sur l'overnight qui sont apparues depuis quelques semaines. Donc là-dessus, il y a quand même des tensions effectives qu'on voit pas du tout en Europe. Donc là-dessus, il y a un timing qui est assez évident aussi vis-à-vis de la baisse des taux, également des taux longs. Donc on se dit que le timing est plutôt à propos pour la Fed d'aller peut-être aller plus vite que ce qu'elle anticipait, mais parce que pour éviter justement tous ces points de retournement de fin de trimestre, de fin d'année, dans un contexte de taux qui baisse, ça aide et ça évitera effectivement une volatilité excessive qu'elle cherche justement à limiter en maintenant des réserves non pas abondantes mais amples, qui est effectivement un nouveau régime qui n'est plus un régime de réserve limitée comme elle l'avait par avant. Et c'est également tout à fait l'idée qu'on avait en tout cas qu'on a sur la BCE. Là, pour le coup, on a encore, de notre point de vue, un excès de liquidité qui va encore durer au-delà de la fin 2026 avec le rythme de vente passive que fait la BCE. Qui est assez soutenu, par rapport au rythme adopté par la Fed, qui a déjà un rythme beaucoup plus réduit, beaucoup plus lent depuis plusieurs mois et trimestres. Absolument. Et après, c'est justement, en fait, on est en chair. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a eu 15 ans d'un changement de régime complet, en ce qui concerne la BCE, d'un régime où on passait de régime de liquidité très limité, même rare. Le strict minimum. Le strict minimum, exactement, à l'injecter ce qu'il fallait, à des montagnes. Et là, entre-temps, évidemment, la régulation a changé et on cherche en fait ce moment-là. Et ce moment-là, on l'a peut-être trouvé aux États-Unis, effectivement, des mouvements de marché qui indiquent qu'on a effectivement des pressions qui suggèrent qu'il faut maintenir comme ça l'est. Et en tout cas, sur la zone euro, nous, jusqu'à la fin 26, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, la BCE anticipe cette affaire-là en opérant une nouvelle revue stratégique de son mode opératoire justement bilanciel à partir de la début de cet automne et qu'elle doit conclure au printemps prochain en disant, elle a dit qu'elle allait le faire, mais elle n'a pas dit à quel horizon, pour quelle duration de portefeuille, à la fois sur des LTRO, et pour les banques. C'est ça. Exactement. Et donc là-dessus, effectivement, on est sur un environnement la composition effectivement de un environnement de liquidité qui va rester ample et qui est là effectivement pour pallier à des défaillances éventuelles de marché et pour maintenir justement un financement de l'économie qui, pour le cas européen, comme je l'évoquais tout à l'heure, est extrêmement faible. Bon. Il y en aura pour tout le monde ce soir, messieurs. Réunion de la Réserve fédérale américaine, la BCE demain, les premières grandes tech et les grands hyperscalers américains, c'est Microsoft, Alphabet et Amazon ce soir, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Meta, pardon. Et Amazon, c'est demain soir avec Apple, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. François Cabot, économiste zone euro du groupe AXA, Joachim Jean, le directeur de la gestion action de Mansartis, et Alain Duré, chef économiste Europe de Natixis.